George Sand, c'est 3 sexe. C'est, ni masculin ni féminin. Sand a un rapport à l'argent, qui va être un rapport, je ne dirais pas conflictuel, c'est peut-être trop fort, mais qui est un rapport, problématique. Elle a pris l'habitude de fumer dès l'adolescence et notamment, quand je dis l'adolescence, c'est après sa sortie du couvent. Cette soirée va être, organisée, la répartition, elle est très simple. Il y a les 2 modérateurs qui sont là. Yvan Leclerc qui est le spécialiste de Flaubert et donc ce soir, il va m'aider à torturer nos 2 amis qui sont ici présents. Brigitte Krulik qui est, très connue comme étant une spécialiste des idées politiques et ce soir, elle va être, interrogée sur, une biographie qui m'a, beaucoup impressionné, qui est la biographie qu'elle consacre à George Sand. Il y a eu d'autres biographies avant sur George Sand, mais pour moi, c'est, la plus dynamique, la plus précise et la plus intéressante à lire. Donc j'ai rarement eu, on ne devrait pas dire du bien des les livres avant de commencer à avoir torturé l'auteur, mais, je vous souhaite vivement de connaître le même bonheur de lecture que j'ai pu avoir. Quant à Thierry Clermont, lui non plus, j'ai du mal à le présenter puisqu'il est déjà venu ici plusieurs fois. Mais là, ce soir, il est sorti de son champ de voyage qui est celui dans lequel il exerce souvent pour, un ouvrage, on ne l'attendait pas nécessairement. On en a parlé il y a déjà maintenant presque 2 ans. C'est-à-dire qu'il a fait un choix dans ce qui est pour moi la plus belle correspondance croisée qu'on puisse imaginer, celle de Flaubert et de George Sand. Bon, on va parler maintenant de George Sand plus en général. Je vous ai dit tout le bien que je pensais de la biographie écrite par, Brigitte, qui est un bonheur de lecture. Le bonheur de lecture, il commence presque dès le début puisque, vous avez dit que, ce que vous préfériez, c'est en ça que ça m'a touché, parce que c'est la même chose que moi, c'est son autobiographie et sa correspondance. Donc là, on vient de parler de la correspondance. J'aimerais qu'on parle de l'autobiographie qui est quand même, pour moi, un monument, même si ce sont pas les confessions, c'est autre chose que ça. Et je voudrais en particulier que vous nous parliez de ce point qui a été pour moi une découverte, c'est l'importance qu'a joué dans la famille, telle qu'elle le décrit, la bâtardise. En quoi ça a marqué toute son existence et comment est-ce qu'elle en parle dans, cette, autobiographie? Ce qui pour un biographe est un sujet intéressant d'avoir, une telle matière. Oui, merci beaucoup, Jacques. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Alors je vais répondre tout de suite, à propos donc, de l'autobiographie. Alors effectivement, le biographe, a toujours, une fibre subjective et donc, choisit et de mettre l'accent sur tel ou tel, ouvrage qui lui paraît, synthétiser, comment dirais-je? L'engagement, le talent et surtout l'héritage de Sand. Donc pour moi, il y a effectivement 2 monuments qui se détachent de cette œuvre multiforme et très abondante, que vous avez décrite, en introduction, Jacques. Donc, il y a effectivement la correspondance et parmi la correspondance, il est vrai que j'ai un penchant, très, très marqué pour la correspondance Sand-Flaubert. Donc, je n'y reviens pas parce que on a dit, beaucoup de propos ont été, échangés ici et je souscris, tout à fait, à ce qui a été, analysé et précisé. Et par ailleurs donc, l'autobiographie, donc Histoire de ma vie, dont la composition, occupe Sand pendant plusieurs années, notamment pendant les années très difficiles qui sont des années pivots, qui sont les années de son engagement, donc au début de la révolution de 1848, donc les débuts de la Seconde République et puis, la fin de l'illusion lyrique, qui marque pour Sand, un tournant biographique, mais aussi un tournant intellectuel, un tournant politique, qui vraiment,
vraiment, trace, un jalon très, très important dans son œuvre et c'est pendant ces années donc, qu'elle travaille à son autobiographie. Donc c'est un projet qui est mûri, sur, un assez long terme, hein, pendant plusieurs années, qui est retardé par les événements politiques et qui va donc, aboutir, dans les années au début, enfin au milieu des années, 1850. Alors, qu'est-ce que, Histoire de ma vie? Donc, je réponds à la fois aux 2 questions qui m'ont été posées. Il y a à peu près alors c'est un énorme livre, hein, dans l'édition, Carto, vous avez, à peu près 1 500 pages. Bon, mais c'est Sand, hein, donc, Sand, écrivain du 19e siècle, les œuvres, des auteurs du 19e siècle sont marquées, par le gigantisme. On l'a parfois reproché à Sand, mais, il faut savoir qu'on pourrait, citer, de très nombreux auteurs, qui ont aussi beaucoup écrit et personne ne songe à leur reprocher leur facilité d'écriture. Donc, Histoire de ma vie, c'est à peu près 1 500 pages et presque le tiers est consacré donc au roman, d'amour, d'histoire et d'amour, comme elle l'appelle elle-même, entre son père et sa mère. Et elle explique très bien, dès les premières pages de l'œuvre que, alors je résume, hein: «Les morts, c'est nous» et que chaque vie est, faite d'un entrelac, d'existences, les existences qui l'ont précédée, mais aussi les existences qui vont, la suivre et elle se reconnaît comme d'une part une enfant de la Révolution et là il y a une filiation, avec ses parents. Si j'ai le temps, j'expliquerai, plus précisément en quoi, ses parents sont des enfants de la Révolution et donc Sand est elle-même une enfant de la Révolution et heu, la bâtardise effectivement court comme un fil rouge dans l'arbre généalogique de Sand qui est issu d'un père et d'une mère qui sont socialement très mal appariés et c'est un euphémisme. D'un côté, une lignée aristocratique et royale, donc celle de Maurice Dupin de Franqueuil, donc son père, et de l'autre, Sophie de Laborde, sa mère, qui est issue du petit peuple parisien. On peut dire que dans son arbre généalogique, et je pense que là, l'essentiel sera dit, on retrouve la comtesse, Aurore de Königsmarck, son arrière-arrière-grand-mère, si j'ai bien compté, Maurice de Saxe qui est, son d'extraction royale, qui est son arrière-grand-père et de l'autre côté, Sophie, enfant du peuple, qui est fille d'un oiseleur, d'un marchand d'oiseaux du quai de la Mégisserie et de la mère Clocard. La mère Clocard est sa grand-mère et donc on a cette bigarrure, pourrait-on dire, dans l'arbre généalogique qui et là je cite Sand quasiment mot pour mot, qui explique que dès sa plus tendre enfance, elle a eu le sentiment douloureux de l'inégalité sociale, de l'injustice, des préjugés qui pèsent sur les filles, séduites, les filles mères, ce qui avait été le cas de sa mère avant qu'elle épouse Maurice, et donc son sens de la justice a été puisé dans cette histoire familiale, d'un couple mal apparié, mais qui a réussi à s'aimer. C'est un point qui est très important parce qu'elle, comme vous l'avez dit, c'est le tiers du livre. Donc quand elle naît en 1804, en même temps qu'elle, naît le code civil. Oui. Or, le code civil va marquer toute sa vie et ses combats vont être contre le code civil et elle n'aboutira que longtemps, longtemps plus tard à ce qu'elle a véritablement voulu. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est la situation de la femme au moment du code civil et en quoi George Sand s'est battu contre ça? Alors, le code civil, effectivement, c'est une coïncidence, troublante, donc l'année de la naissance de Sand. Alors, pour aller très vite, alors le code civil, sous l'inspiration de Napoléon, donc est inspiré très largement du droit romain, donc qui consacre, la toute-puissance du pater familias, du père de famille. Et donc, pour résumer, la femme mariée, je précise mariée, la femme mariée a un statut qui est proche du statut de l'enfant. Donc elle est une mineure juridique. C'est-à-dire concrètement que c'est le mari qui administre, qui gère les biens, y compris les biens propres de l'épouse. Donc Sand, je parle là de Aurore Dupin,
Aurore Dupin donc est une héritière, hein, c'est une demoiselle. Elle hérite donc, de sa grand-mère, donc, de Marie-Aurore Dupin de Francueil. Elle hérite Nohant, bien sûr, mais elle hérite, bon, un certain nombre de propriétés, immobilières, et elle, à partir du moment où elle est mariée, donc c'est son mari qui, conformément au code Napoléon, va disposer des fonds, va pouvoir décider de vendre une ferme, d'en acheter une, de faire des placements, et il va s'avérer que Casimir Dudevant, le mari, n'est pas un homme d'affaires, très avisé, et en plus, comme elle le dit avec son ironie mordante, il se dit dans le pays que tu as le malheur de ne pas être toujours sobre lorsque tu conclus des affaires. Donc, là encore tout est dit. Donc, l'administration des biens, et ça c'est absolument fondamental, sans d'un rapport à l'argent, qui va être un rapport, je ne dirais pas conflictuel, c'est peut-être trop fort, mais qui est un rapport, problématique. L'argent, elle a perçu le poids de l'argent sur la destinée humaine tout enfant, lorsqu'elle a eu l'impression que sa mère la vendait, c'est son terme, la vendait à sa grand-mère. C'est-à-dire que, Sophie a accepté de confier la petite Aurore à sa grand-mère contre une rente. Donc c'est ainsi que, l'enfant l'a perçu. Donc rapport donc, difficile à l'argent de par donc, ce qu'on pourrait appeler cette blessure d'enfance entre ces 2 mères, comme elle les appelle, la grand-mère et la mère, et ensuite le mari, donc elle se marie jeune comme je l'ai dit, et donc elle va découvrir très vite à son corps défendant que elle ne peut pas gérer les biens qu'elle a hérités de sa famille, sans compter bien sûr, bon, toutes les conséquences du code Napoléon. La femme, c'est le mari qui décide du domicile, c'est le mari, qui autorise ou n'autorise pas la femme, par exemple, à tester en justice, et cetera, et cetera. Donc pour résumer, la femme mariée est une mineure. Nous allons au début du mois de mars recevoir Antoine Compagnon qui va, parler de l'année, 1966, et l'année 1966, c'est l'année où les derniers lambeaux en ce domaine du code civil, ce sur quoi elle s'est battue, disparaît. Une femme peut ouvrir un compte en banque, peut accepter, signer un contrat de travail, et ça c'est 1966. C'est-à-dire, George Sand, pourtant, elle s'est battue en justice pour récupérer son bien. Ça a été difficile. Vous pourriez nous en parler de ça? Alors donc le mariage avec, Casimir Dudevant, s'avère, bon, enfin raté, assez rapidement, et donc au bout d'une petite dizaine d'années, enfin un petit peu moins, donc celle qui n'est pas encore George Sand, qui est, madame Dudevant, va décider donc, de secouer le pesant joug conjugal, mais le divorce n'existe plus depuis la loi Bonal de 1816, et donc il y a deux solutions. Ce sont celles aussi auxquelles Florent Tristan va recourir, c'est la séparation de biens et la séparation de corps. Alors la séparation de corps étant bien sûr, plus, lourde, d'abord lourde, en termes de gestion, il faut plaider, il faut démontrer, avec un avocat que, le mariage ne peut pas, enfin pas le mariage, mais que la séparation de corps est indispensable parce que, l'épouse, en l'occurrence il s'agit de l'épouse, a subi un traitement tel que, le mariage ne peut pas perdurer, en l'état. Donc c'est-à-dire il faut démontrer des injures graves, des mauvais traitements, l'adultère du mari n'est pas une cause, recevable, et que les injures du mari sont telles que, elles sont susceptibles de priver les enfants du respect qui est dû à une mère. Donc, on va quand même assez loin, et donc, Sand, le procès va s'étirer sur plusieurs mois. Casimir évidemment n'a aucune envie de se laisser déposséder, de Nohant, de ses prérogatives, de père de famille, de, la garde des enfants, et cetera, et donc, la séparation de corps qui va effectivement être prononcée, résulte, d'une lutte, qui, implique, de l'argent, de l'énergie, de la constance, et puis une volonté de récupérer son bien,
en l'occurrence Nohant, et la garde des enfants. Alors sur un sujet tout à fait différent, on ressort parfois dans la lecture de votre, biographie que George Sand aurait peut-être pu être aussi bien une musicienne. Qu'elle est, qu'elle a été élevée dans cette, importance de la musique. Vous utilisez le mot harpe éolienne et que j'aime beaucoup. Mais, comment est-ce que, la musique irrigue toute sa vie et pourquoi est-ce qu'elle y attache autant d'importance? Oui, alors le terme de harpe éolienne, c'est l'article nécrologique que consacre, Renan, à Sand, donc en juin, 1876, et donc il dit, «Je trouve que la formule est très belle et résume très, très bien, qui est pour moi George Sand». Je pense pas que pour moi, apparemment ça l'était aussi pour Renan, donc je m'abrite derrière son autorité. Il dit: «Elle a été la harpe éolienne qui a fait vibrer donc les cordes de notre siècle», et je trouve que c'est une belle formule, et d'autant qu'elle fait référence à cet amour de Sand pour la musique. Alors, la musique, elle en conçoit le sens, l'intérêt, elle en prend le goût, assise aux pieds de sa grand-mère, et elle l'évoque, alors là, dans «Histoire de ma vie», elle se remémore, les moments où elle passait, petite fille, la grand-mère jouait du clavecin, la grand-mère chantait, et donc la petite Aurore était blottie aux pieds de la grand-mère, sous le clavecin ou à côté du clavecin, et donc la grand-mère, lui formait le goût musical. Alors c'est un goût musical qui est bien sûr, qui a été celui de son époque, hein. La grand-mère a fréquenté, les salons, de elle est elle-même issue enfin, c'est la fille d'une comédienne. Elle a joué dans le devin du village, elle a une culture musicale très, très bonne, et Sand raconte que sa grand-mère ne se contentait pas de chanter et de jouer du clavecin, mais que elle lui a fait découvrir, Porpora, Pergolèse, les grands maîtres du XVIIIe siècle. Je pense notamment l'école italienne, mais aussi, l'école française avec Rameau, et alors là, je la cite quasiment mot pour mot, elle explique que, la grand-mère lui apprenait à reconnaître le style, des écoles musicales, et ajoute-t-elle: «Si, on ne m'avait pas gâté, le goût musical avec de mauvais maîtres ou des maîtres médiocres, je pense que j'aurais pu être musicienne et que j'étais, bien, douée pour cela». Alors, elle va recevoir l'éducation donc traditionnelle de la jeune fille, bien née de son temps. Ça, c'est la grand-mère évidemment a veillé à ce que l'héritière du pain de Franqueuil, soit, éduquée conformément à son rang et à son statut social. Donc elle va, recevoir les leçons requises, de piano, un peu de harpe aussi au couvent. Apparemment, ces maîtres de musique, comme elle le dit, n'ont pas, laissé de marque très, très, très importante. Mais Sand, toute sa vie, a joué du piano. Elle a accompagné, le théâtre de Nohant, notamment le théâtre de marionnettes, mais pas seulement. Elle avait une culture musicale extrêmement développée. Heu et bien entendu, elle a su, au moment de sa longue liaison, quasi conjugale, avec Chopin, elle a su se montrer une interlocutrice, enfin, une femme qui savait écouter, de la manière la plus intense et la plus engagée possible, et j'en veux pour preuve, alors malheureusement je ne peux pas le projeter, mais bon, tout le monde, enfin, connaît le célèbre, portrait de Chopin par Delacroix qui est au musée du Louvre. Il faut savoir que c'est un portrait qui en fait était, un portrait aussi de Sand, et que Delacroix l'avait conçu comme un double portrait, donc Chopin au piano, Sand, à côté de lui, à sa gauche, les yeux baissés et plongés dans l'écoute, et donc la deuxième, le tableau a été scindé, a été coupé, et le portrait de Sand, est au musée Beaux-Arts de Copenhague. Donc, on peut essayer de le reconstituer, hein, sur internet, ça pose pas de difficulté, mais l'attitude, ce portrait de Sand me paraît extrêmement beau, parce qu'on voit, à quel point, elle devait savoir écouter, au sens le plus fort du terme. Alors on peut rappeler aussi bien sûr son amitié avec Liszt,
le fait qu'elle allait très souvent au concert, que, elle appréciait les œuvres de Berlioz et que, elle a, su apporter à Chopin le cadre, sécurisant, qui lui a permis de créer donc les 7 étés de Chopin à Nohant, ont permis à Chopin de, malgré ses problèmes de santé, de créer à peu près la moitié de son œuvre, ce qui est quand même considérable et quand on est allé à Nohant, on n'aura pas manqué, d'être frappé par la chambre, matelassée, je ne sais pas comment le dire, enfin insonorisée, de Chopin, lui permettant donc de créer, en toute quiétude et le piano Pleyel qui chaque année, le dernier modèle était acheminé vers, Nohant à grands frais et évidemment au prix de beaucoup d'efforts. Sur un autre champ qui est, qu'elle tient en grande partie de ses origines, il y a le théâtre. On a parlé souvent, entre flaubertiens, on a parlé des drames qu'a été le théâtre pour Flaubert. On ne peut pas dire qu'il ait eu une réussite totale, on peut pas dire ça comme ça et en revanche, George Sand, elle, le théâtre lui a souri davantage. Elle a eu des difficultés, mais il lui a souri davantage. Comment est-ce qu'on peut, à la limite, expliquer la différence entre les 2 et pourquoi le théâtre est-il aussi important pour Sand que ça? Alors le théâtre au dé alors il faut savoir que, au 19e siècle, un grand romancier, s'essaie très, volontiers et fréquemment au théâtre. Donc pourquoi? Parce que le théâtre, bon, c'est une tribune, hein, selon le terme de Victor Hugo. Le théâtre permet, une notoriété, voilà, une pièce qui marche bien, tout de suite, bon, assure une notoriété, incontestable. Le théâtre est aussi, assure des revenus financiers, qui sont pas négligeables et donc les tout débuts, ratés comme, vous venez de le dire, de Sand au théâtre sont inspirés, bah, par le désir, de non pas de se faire un nom, parce qu'elle s'est déjà fait un nom, mais d'accroître ses revenus et c'est Bulloz, son éditeur, qui lui dit: «Mais pourquoi ne pas tenter, sa chance au théâtre?» Donc c'est sa première pièce en 1840. Bon, c'est raté au Théâtre Français, bon, donc enfin, Comédie Française, donc c'est un four et donc pendant plusieurs années, Sand, va se tenir, éloigné des scènes. Alors qu'est-ce qui fait que, à l'extrême fin des années, 1840, elle va revenir vraiment à la scène avec l'adaptation de François le Champy à l'Odéon, donc c'est Bocage, son ami, comédien, qui est directeur de l'Odéon. Pourquoi elle va y revenir? Alors il y a plusieurs raisons. Alors d'abord, dès la fin des années 1846 et là apparemment Chopin, a quand même, joué un rôle puisqu'il avait des talents de mime qui étaient, paraît-il, absolument, de l'avis de tous les observateurs, qui étaient impressionnants. Donc les longues soirées, de Nohant, ont été occupées, on va dire, bon, 1847 par, le théâtre amateur de Nohant avec, des moyens, bon, plus ou moins, comment dirais-je? Rudimentaires, mais qui vont se perfectionner, au fil des semaines et au fil des mois. Donc c'est un théâtre familial, on implique les amis, la famille bien sûr et Sand rédige ce qu'elle appelle des canevas, elle emploie même parfois le mot de carcasse et autour de ces carcasses, on improvise, on joue, on se costume, Maurice dessine les décors, donc il y a le théâtre familial de Nohant est la première étape et donc ça, c'est important. Alors, au moment de la révolution de 1848, bon, Sand va composer un prologue, pour le théâtre, pour une fête, une cérémonie de célébration de la République avec, Rachel, la grande tragédienne, qui va, déclamer la Marseillaise, Pauline Viardot a composé, oui, on n'a pas parlé de Pauline Viardot, mais c'est vrai qu'avec Sand, on est dans la frustration permanente parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on dit une chose et donc c'est forcément renoncer à en dire une autre et donc bon, il faut s'accommoder de cette frustration. Donc je n'ai pas pu parler de son amitié avec Pauline Viardot. Donc et Sand va composer un prologue qui s'appelle «Le roi Attend», qui est inspiré de l'Impromptu de Versailles de Molière. Mais c'est vraiment, comme je l'ai dit, l'adaptation de François de Champy qui va marquer donc, son retour à la scène. Alors pourquoi? Alors là, cette fois-ci, ça va marcher. Donc, c'est un succès et donc ça va l'encourager, à proposer donc régulièrement donc des pièces de théâtre. Alors ça peut être des adaptations de ses romans,
Je pense par exemple le marquis de Villemer, hein, qui va être, c'est l'apogée, là, 1864, c'est le triomphe de Sand, bon, ce le théâtre de l'Odéon, on n'avait pas eu de recette pareille depuis des années, donc ça, c'est l'empereur est là, l'impératrice, enfin ça, c'est il y a Flaubert qui pleure, parce que Flaubert a quand même la larme assez facile, si j'ai bien compris, donc bon, Napoléon G le prince Napoléon Jérôme trépigne de joie, enfin bon, les étudiants ovationnent Sand, donc le marquis de Villemer, c'est vraiment, là, le sommet de Sand, de la carrière de Sand dramaturge. Donc il y a des adaptations de romans, il y a aussi des créations originales, il y a des adaptations de pièces classiques, je pense notamment Shakespeare et Molière, qui n'ont pas forcément beaucoup de succès et puis, le théâtre de Sand relève un peu d'une résurrection, si on peut dire, de ce que, du drame bourgeois du XVIIIe siècle. Alors pourquoi est-ce que, indépendamment de l'aspect financier, pourquoi est-ce que Sand, souhaite donc, être présente à la scène? Alors, il faut revenir à l'échec de l'illusion lyrique, hein. L'immense déception qu'est pour elle, bon, l'écrasement de l'insurrection ouvrière en juin, 48 et ensuite, bon, l'évolution, peu favorable selon elle de la République et ensuite le coup d'État. Alors, elle pense qu'être présente à la scène, c'est une manière de garder, de faire entendre sa voix dans l'espace public de manière peut-être plus, entre guillemets, «efficace» ou plus audible que ses romans. Donc ça, c'est un premier argument. Le deuxième argument, c'est, elle pense qu'elle peut œuvrer par son théâtre à ce qu'elle appelle l'amélioration de l'état social. Alors c'est pas du tout un théâtre engagé, hein. Attention, c'est pas du tout un théâtre militant. Bon, de toute façon, on imagine mal comment, la censure aurait accepté un théâtre, pourfendant la fête impériale et le régime de Napoléon III. Ce n'est pas un théâtre engagé, c'est un théâtre où on va retrouver les grands thèmes, chers à Sand, qu'on trouve dans ses romans, le mariage, la mésalliance, les inégalités de patrimoine et de statut social, les filles, la bâtardise, les enfants naturels et aussi la mise en scène de la vie, des campagnes. Donc ça, c'est une fibre qui, bien sûr, continue, les romans dits champêtres, hein, alors on voit Sand qui se donne un mal absolument extraordinaire, qui alors, elle vise beaucoup à Nohant, mais quand il faut, régler les derniers détails de mise en scène et cetera, elle se déplace à Paris. Mais de Nohant, elle entretient une correspondance, je reviens toujours, absolument extraordinaire. Alors, à la fois avec les comédiens, mais avec, les directeurs de salle. Je pense à Adolphe Lemoine-Montigny, le Gymnase dramatique, et on voit avec quelle minutie elle s'occupe, des costumes. Elle veut que les costumes, par exemple, de François le Champy ou dans Claudie ou dans Le Pressoir, qui sont des pièces entre guillemets «rurales», heu à quel point elle tient à des costumes qui vraiment, sont les costumes berrichons de l'époque et aussi l'emploi du patois. C'est très intéressant et là encore, elle le dit expressément: «Je me suis fait une spécialité donc de la reconstitution du patois». Patois, c'est le mot d'époque, hein, du patois berrichon. Alors il faut évidemment que ce soit compréhensible aux non-berrichons, hein, bien sûr. Donc il y a tout un jeu avec la langue qui est très subtil, très raffiné et elle veut aussi qu'au théâtre, donc, il y ait des emprunts au langage berrichon, un souci de couleur locale. Mais le but n'est pas le pittoresque ou la couleur locale au sens des romantiques, hein, bon, une génération avant, le but est de, je le répète, œuvrer à l'amélioration, à l'idéal de progrès, hein, dont elle a jamais dévié, en montrant donc, des situations sociales qui sont censées, espère-t-elle, contribuer donc à une meilleure compréhension, une réconciliation des classes sociales et donc, une pacification des relations, notamment entre les sexes et entre les classes sociales. Le dernier point avant de céder la parole à nos amis, on a commencé en parlant d'une relation affective, importante entre 2 immenses écrivains, bon à savoir, Sand et puis Flaubert. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la relation
plus complexes, plus diverses qu'il y a eu entre Sand et Victor Hugo? Ah! Oui, alors là, c'est une relation, oui, qui est plus, d'abord qui est moins prégnante, hein. Je pense que Flaubert est quand même, quelqu'un qui a beaucoup compté dans la vie de Sand, et on en a une trace, littéraire, enfin plus qu'une trace, on a un monument, donc qui est, quand même, un un témoignage extrêmement fort. Bon, Victor Hugo, alors, là encore, on va faire appel à ce que Sand dit elle-même, hein, c'est encore, bon, une source, sur laquelle on peut s'appuyer. Alors, elle forcément, alors quand elle arrive à Paris au début de 1831, donc c'est l'effervescence, hein, c'est le bonheur, elle est débarrassée de Casimir, elle va au théâtre, elle va écouter Marie Dorval, elle va écouter, Malibran, et elle va écouter Lucrèce Borgia, et donc elle racontera, alors bien des années après, hein, c'est de mémoire, c'est au moins dans les années 60, elle elle assiste donc à la première de Lucrèce Borgia, donc c'est en 1833 si je me souviens bien, et elle est assise à côté d'un jeune homme, qui est, lui-même, extrêmement ému par la pièce, et à la fin lorsque, le rideau tombe, «Je suis ta mère», hein, si je me souviens bien, donc la fin de Lucrèce Borgia, les 2 sont saisis d'une telle émotion, ce jeune homme qu'elle ne connaît pas, elle est saisie ils sont saisis tous les 2 d'une telle émotion qu'ils se prennent la main, et ce jeune homme, c'est Bocage. Donc c'est, l'acteur, hein, Pierre Bocage, un des grands acteurs donc, du théâtre romantique, du théâtre du 19e, un républicain, hein, donc ils ont aussi des convictions, qui sont proches, et donc voilà, c'est sous le signe de Lucrèce Borgia donc, que va naître une des grandes amitiés de Sand et sa relation au théâtre. Alors, Sand n'apprécie pas toujours ce qu'elle appelle la boursouflure et l'emphase de Victor Hugo. Donc elle a un jugement sur Hugo. Alors bon, Lucrèce Borgia, bon, là, grande admiration, mais elle considère qu'elle se situe, elle ne renie pas, l'école romantique, ou qu'elle d'une certaine manière, dont elle est proche par certains aspects, mais elle n'est pas une romantique au sens de Victor Hugo, et donc elle observe une certaine distance, alors d'ordre esthétique, hein, avec Hugo. Heu, Par ailleurs, politiquement, Victor Hugo, sous la monarchie de Juillet, ce n'est pas le Victor Hugo, des Misérables, le Victor Hugo, mûri par l'exil, donc qui plaide pour, bon, la veuve, l'orphelin, Cosette et les pairs de France, donc c'est une notabilité, et donc les années 40, ce sont les années où l'engagement, socialiste, c'est son terme, de Sand est le plus marqué. Donc il y a une disparité de convictions, entre Sand et Victor Hugo. Alors, elle va aussi, trouver que, Victor Hugo, alors, ah bah, bon, Hugo va s'exiler, comme vous le savez, après le coup d'État, elle va trouver que, il est dans la posture, parfois. Et alors pas seulement Victor Hugo, mais, certains républicains, dont Hugo est effectivement la voix, tonnante et inspirée, elle trouve que c'est parfois un orgueil mal placé, masculin, dit-elle, un orgueil masculin, qui incite certains a refusé la grâce enfin la grâce octroyée par Louis-Napoléon. Elle s'emploie à faire gracier ou atténuer la peine de certains de ses amis, et donc pour elle, c'est l'orgueilleux proscrit de, Jersey et Guernesey, hein. Donc il y a quand même une certaine distance, et ce qui va les rapprocher, mais ils n'auront jamais une relation qui puisse d'une manière ou d'une autre, se comparer à la relation qu'elle peut avoir avec Flaubert. Bien loin de là, c'est le deuil. Donc, en 1855, Sand va perdre sa petite fille, Nini, et donc la fille de Solange, et donc pour elle, c'est un deuil, extrêmement douloureux, et elle va se rapprocher de Hugo, par Bulhoza, hein, qui joue un peu les médiateurs, parce que, vous, lui écrit-elle: «Père meurtri».
vous qui êtes un père meurtri. Et donc, ils vont assez il y a une sorte de rapprochement qui va s'opérer, mais, un rapprochement donc, de l'ordre affectif. Et Sand va beaucoup aimer les contemplations que, Bulos va lui envoyer. Enfin, il faut signaler qu'ils ne se sont jamais vus. Oui, et que C'est un point aussi. elle a trouvé que, les propos, comment dirais-je? Compréhensifs de Hugo, sur la commune, enfin les communards, étaient, enfin ne correspondaient pas à ce qu'elle pensait. Elle est beaucoup plus dure, avec la commune que Hugo, et elle trouve que Hugo, bon, elle est pas vraiment d'accord, avec lui. Donc, c'est une relation, oh je dirais pas malaisée, mais Bah, elle a eu du mal au début avec les Misérables. On ne peut pas dire qu'elle était oui, transportée au début. Il y a un échange de lettres entre eux qui est un monument. Nous avons une des lettres que George Sand lui envoie, où elle essaie de rattraper sur l'aile des propos qu'elle avait tenus et lui envoie une lettre pleine d'emphase. Enfin, il y oui. a une différence entre les 2 qui est quand même assez spectaculaire, hein. Oui, je c'est effectivement, aussi, relation malaisée peut-être, oui. À un point tel qu'il aurait dû venir et prononcer l'éloge funèbre, et c'est pas lui qui la prononce. Ce n'est pas lui, mais enfin il a dit, «Je pleure une morte et je salue une immortelle». Mais c'est vrai, bah, c'est très Hugo, hein. J'avais une question déjà, c'était, heu, elle prend ce pseudonyme. Est-ce que ça correspond, c'est quelque chose qui est dans les conventions de l'époque qu'une femme qui va être publiée prenne un pseudonyme? Et je remarque bien, pour revenir à ce qui était dit sur, le sexe unique ou le et cetera, bon, on ne peut que remarquer qu'elle prend un prénom masculin. Effectivement, le passage de Aurore Dudevant à George Sand peut paraître, oui, pose question et a fait couler beaucoup d'encre, hein, et il y a beaucoup de travaux qui ont été consacrés au sujet. Je dirais, c'est l'acte éclatant d'émancipation, c'est ce qui l'a fait naître à elle-même. Alors, pour répondre très précisément à la question, il y a aucune obligation à l'époque pour une femme qui écrit de prendre un pseudonyme. Elle peut tout à fait, garder son nom. Bah, je pense à Flora Tristan, par exemple, qui écrit sous son nom de Flora Tristan et qui d'ailleurs reproche à George Sand de s'être abrité sic derrière, la commodité, le paravent d'un pseudonyme. Mais, il faut reconnaître que c'est quand même un usage qui est assez répandu. Bon, on va prendre le cas de la comtesse d'Agoult, hein, qui avec, que Sand a bien connu, qui va prendre le pseudonyme de Daniel au masculin, Stern, pour publier l'histoire de la Révolution 48. Et sans compter, de l'autre côté de la Manche, les Anglaises, bon, Charlotte Brontë, George Eliot, bon, il va y avoir effectivement, bon, il y a une convention qui veut que, une femme, ne veuille pas prêter le flanc à l'accusation, comme le dira Proudhon à propos de Sand, sortir de son sexe. Donc, le choix du pseudonyme peut s'expliquer comme ça. Alors, elle en parle très, 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 très librement dans «Histoire de ma vie». Elle explique que bon, il n'était pas question de publier sous le nom de Dudevant parce que la belle famille, l'aurait très mal pris, et que le choix du pseudonyme, alors influencé par son éditeur, hein, explique-t-elle, a été, fait par étapes, hein, Georges, bon, on a eu un J Sand, J, Sandeau, bon Sand, est inspiré donc, de c'est la moitié du nom de son amant, Sandeau, et elle choisit effectivement, un nom qui n'est ni tout à fait français, ni tout à fait anglais. George, c'est la version anglaise du prénom, donc George Sand, c'est 3 sexe. C'est, ni masculin, ni féminin, et comme elle le dit, c'est le nom, et ça je crois que c'est très important, c'est le nom que je me suis c'est ni le nom du mari, ni le nom du père, c'est le nom que je me suis fait moi-même, et c'est le nom qui m'a
en quelque sorte, fait naître à moi-même. C'est le nom qui m'a permis d'être moi-même en gagnant ma vie. On retrouve la problématique de l'argent dont on a parlé. Et juste un dernier point, lorsque elle voudra léguer ce nom de Sand à ses enfants, sa postérité, bon, ce que l'état civil enfin, interdit, c'est impossible, mais papa Maurice, Marc-Antoine, son petit-fils, prendra le fils de Maurice, recevra le prénom de Sand à la naissance. Oui, c'est un prénom, mais ça permettra de contourner donc la difficulté juridique et donc il s'appellera, Marc-Antoine Sand du Dévent et donc ce nom de Sand sera malgré tout, légué. Oh, moi, je voudrais vous poser une question tout à fait frivole. J'ai été surnommée George Sand parce que je fumais notamment en réunion de travail, dans mon métier d'avocat, hein. Et alors, je voudrais vous poser une question sur George Sand fumait le cigare. On peut supposer que c'était par plaisir. Est-ce que, il y avait une autre signification dans le fait, pour une femme au 19e siècle qui portait le pantalon, de fumer le cigare? Oui, alors elle fume le cigare, aussi les cigarettes, hein, alors je serais incapable de vous dire quel type de cigarette parce que bon, je ne suis pas. Oh non, ça je crois que c'est ça pue, oui, 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 non, non. Oui, oui, au coin du feu à Nohant, Balzac, écrit une lettre à Madame Anska, donc il décrit, la camarade Georges, comme il dit, la camarade Georges avec son pantalon, mais un pantalon oriental, bouffant, avec des petites pantoufles brodées, bon avec son mais c'est un cigare, hein, je pense pas que non, il parle pas de hookah. Alors plus sérieusement, bon, je ne peux pas vous dire la marque de cigarette, je n'en sais absolument rien. Mais elle a pris l'habitude de fumer dès l'adolescence et notamment, quand je dis l'adolescence, c'est après sa sortie du couvent, entre la sortie du couvent et le mariage, donc on va dire en gros entre 16 et 18 ans. Sa grand-mère était malade, donc dans la journée, elle s'occupait d'elle et le soir, elle lisait. Bon, elle écrivait aussi à ses amis, mais elle lisait énormément et c'est là qu'elle a pris l'habitude de veiller très tard et elle buvait du café et elle fumait pour se tenir éveillée. Donc ça, c'est une habitude qu'elle a contractée très jeune et elle a effectivement, semble-t-il, toujours fumé, on a des témoignages de contemporains, George Sand dans les salons. Elle parlait pas beaucoup, hein, elle était très discrète, mais elle fumait. Alors, est-ce que c'est en fait, est-ce que j'interprète bien votre question? Il me semble que vous demandez si c'était par, vous rapprochez ça du port du pantalon, est-ce que c'était par provocation? Oui, voilà, c'était un peu Voilà. la question. Eh bien, moi, je dirais non. Je la sens pas je Par la sens plaisir, pas oui, voilà, par plaisir. plaisir et habitude. Voilà, elle est pas provocante, elle est pas provocatrice. Il se trouve que elle aime fumer et que le pantalon, dans certaines circonstances, elle trouve que c'est extrêmement pratique et que c'est, la condition sine qua non pour monter à cheval ou pour aller, se promener, dans Paris, avec, ses amis étudiants. Donc elle se moque un peu du «qu'en dira-t-on», mais elle n'est pas provocatrice. Enfin moi je l'aperçois pas comme ça.